Gustav Holm découvre ses habitants en 1884. Ces communautés de la côte est du Groenland étaient alors inconnues de l'Occident et vivaient en été dans des tentes de peaux et en hiver en maisons de tourbe et de pierre. Que sont devenus ces chasseurs nomades que les Danois ont sédentarisés dans les années 50 ? C'est donc particulièrement cette région de la côte Est, encore sauvage et peu connue, que nous choisissons pour aller à la rencontre des derniers chasseurs de la région d'Ammassalik, l'hiver de l'an 2000. Lorsqu'on arrive d'Islande, le premier village que l'on découvre est Kulusuk avec son aéroport, une simple piste gelée et quelques maisons. Un hélicoptère Bell 212 nous attend pour une deuxième étape vers Tasiilaq. C'est une immersion brutale en descendant de l'avion lorsque notre regard se fige sur Kalaini Nunaat, le pays de l'homme, expression étonnante pour l'étranger qui a du mal à imaginer que des hommes puissent survivre dans cette terre de glace. C'est un paysage plus alpin que la côte occidentale, au climat plus capricieux, plus violent et souvent imprévisible. Ammassalik, nom danois de la commune de Tasiilaq, est la grande ville de la côte Est avec 1370 habitants. Ces habitants ont été découverts il y a tout juste 100 ans et racontés par Paul-Émile Victor qui vécut parmi eux au milieu des années 30. L'occidentalisation s'est accélérée en 30 ans avec les Danois. De passage en août 1964, Paul-Émile Victor dira « Les Ammassalimuut sont devenus les Groenlandais orientaux que je ne reconnais plus. Ce sont des maisons de style danoise, surchauffées et peintes de toutes les couleurs, fonctionnaires remplaçant les chasseurs et les motoneiges, les traîneaux à chiens. » Nous passerons la nuit chez l'instituteur aparté et partirons à l'aube en traîneau à chien pour rejoindre le village de Max, Tinetekilaaq. Une dure journée nous attend à l'aube. 50 km à travers le relief montagneux nous séparent du village de Tinetekilaaq. Traversée de la baie de Tasiilaq pour attaquer le premier col qui nous amènera sur le premier grand lac de montagne gelée. Et ensuite, par paliers successifs, nous passerons sur une multitude de plus petits lacs pour arriver enfin sur le glacier que nous emprunterons sur plus de 9 km en pleine tempête, ce qui n'était pas prévu. Ici, hein, ici. Ils le font ici. Je veux dire, on est en taille. Ça, Una, tumugapi.
Ça me rappelle des souvenirs comme ça. Venu pour apprendre la conduite d'attelage en éventail, on s'aperçoit que cette pratique indispensable sur la banquise devient vraiment problématique par ses emmêlages fréquents sur un relief montagneux. Allez, je pas. Il me regarde. C'est pas eux. Le fameux pittéraque de cette région, vent katabatique en provenance de la calotte glaciaire, vient de se lever. Et cela nous oblige à choisir donc soit de nous enterrer, soit d'essayer d'atteindre le plus vite possible la descente du glacier. C'est un vent extrêmement violent qui a déjà atteint plus de 260 km/h. Mais c'est surtout la température ressentie qui risque de chuter. En effet, moins 10 degrés de température ambiante actuelle peut descendre à moins 25 simplement sur des bourrasques de 100 km/h. La neige projetée violemment sur le masque se colle et gèle instantanément. On ne voit presque plus rien. Les chiens tournent en rond et ne veulent plus avancer. La caméra sera rentrée rapidement pour la protéger. Une journée de repos plus calme sera nécessaire pour récupérer la fatigue de cette traversée vraiment pénible. Mais s'enterrer en attendant une accalmie peut durer un, voire plusieurs jours. Donc nous avons préféré galérer 12 heures de plus afin de trouver un abri bien plus agréable au sec et à la chaleur. Situé au bord du grand fjord Sermilik, Max nous présente son village. Petit village traditionnel avec ses 200 habitants et ses petites maisons danoises de toutes les couleurs, construites sur pilotis pour s'isoler de la glace. Un des derniers villages de chasseurs et pêcheurs où les embarcations motorisées remplacent parfois le kayak. Face à l'isolement créé par les fréquentes intempéries, ce village a su conserver ses traditions de pêche et de chasse en traîneau à chien. Ici, le motoneige est interdit pour la chasse et c'est la grande différence avec les Inuits d'Amérique du Nord qui l'utilisent pour aller chasser de plus en plus loin. Ici, pas d'eau courante dans les maisons
il faut aller la chercher au réservoir municipal et de même pour une douche dans une salle chauffée et ouverte qu'à certaines heures. Voyons de plus près ces chiens esquimaux du Groenland qui vont être nos compagnons de tous les jours. La nature les a façonnés selon les lois du milieu auquel ils appartiennent depuis des milliers d'années. Ces chiens demeurent indispensables ici car ils sont le moyen le plus fiable pour se déplacer. Autant que l'Inuk, ils sont le Groenland et forment avec lui le couple indispensable. Ils portent une robe très chaude, aux poils longs, solides, épais, rudes, et peuvent prendre une variété infinie de couleurs, le noir, le blanc, le brun, le fauve, même du gris, et leur sous-poil est dense, laineux et serré. Leurs oreilles, par contre, sont courtes, comme celles des loups, adaptation au froid, et leur silhouette est trapue, dégageant une impression d'énergie, de vivacité et de puissance. Selon les régions d'origine, il existe des différences de type. Ici, par exemple, ceux de la côte Est sont plus petits que ceux de la côte Ouest, qui sont de véritables forts des halles, beaucoup plus grands, car façonnés par l'armée danoise lors de la guerre froide pour transporter du matériel lourd. Le jeune chien, jusqu'à 6 mois, vit en toute liberté dans le village. En contrepartie, on l'habitue progressivement, 1 à 2 heures par jour, à garder une patte coincée dans son collier, ce qui permettra plus tard de le tempérer sur un passage de glace délicat ou lors d'un arrêt. Cela évitera qu'il parte un jour sans vous, ce qui serait très grave dans cette région. Le traîneau de cette région a été fortement inspiré par l'expérience d'explorateurs comme Nansen ou Paul-Émile Victor. Celui-là est une adaptation de Paul-Émile Victor. Il l'a en fait transformé lors de son séjour en Massalik et on voit la différence avec celui de la côte ouest, tout simplement par ce côté ajouré des patins. On retrouve sur la côte ouest les 2 massifs traverses de support, ce qui le rend plus lourd et moins pratique en neige profonde. Lors de son 2e hivernage, Paul-Émile Victor y ajoutera le frein râteau inspiré des traîneaux canadiens et d'Alaska. Les patins sont légèrement incurvés en dehors pour lui permettre une meilleure stabilité dans les dévers, et des chaînes seront fixées autour des patins pour les fortes descentes. Contrairement à nos attelages montés en tandem pour mieux se faufiler à travers les forêts, l'attelage groenlandais est dit en éventail. Il sera retrouvé dans toutes les expéditions anglaises et françaises, donnant à chaque chien une liberté individuelle, un intérêt toujours renouvelé et sera mieux adapté en progression sur la banquise parfois fragile. Les chiens sont attelés avec des longueurs différentes.
Cela permettra, en neige profonde, aux plus faibles, toujours placés en arrière, de courir dans la trace des premiers. Bien sûr, ils vont en profiter pour aller de temps en temps faire un câlin à une femelle ou régler un vieux compte avec un collègue. Donc, au fil des heures, selon leur discipline, ils vont tresser une véritable pelote qu'il faudra régulièrement dénouer en dépit du froid, mais heureusement sans arrêter l'attelage pour autant. Depuis peu, les Groenlandais s'intéressent aux courses de chiens de traîneau et des sélections des meilleurs attelages sont organisées au niveau régional pour participer à la grande finale qui avait lieu durant notre séjour sur la côte ouest. C'est un monument digne des courses de baignure, où tous les attelages partent en ligne, quel que soit le nombre de chiens, et bien sûr pas le droit de poser un seul pied par terre pour les aider. Voici le grand vainqueur de ce championnat du Groenland 2000. Toute l'activité de ce village est centrée sur la chasse du phoque. L'hiver, une seule espèce vit dans cette région, c'est le phoque marbré ou phoque annelé, à ne pas confondre avec le phoque groenlandais qui donne naissance à ce fameux bébé célèbre à la fourrure immaculée, le blanchon. Cette espèce que les Norvégiens et Canadiens massacrèrent par centaines de milliers au large de Terre-Neuve pour sa fourrure, hélas. La campagne de sensibilisation menée par Brigitte Bardot et l'association Greenpeace commit une erreur en amalgamant le Canada et le Groenland. Pour le peuple groenlandais, cette chasse artisanale, uniquement sur les phoques adultes, était une nécessité vitale. Tous les excédents de peau servaient en priorité pour leurs vêtements et leurs bottes. Les conséquences entraînèrent une vie plus que précaire de ces chasseurs inuits, peuple fragile face à la logique et aux utopies occidentales. Abordons cette chasse. Si les Inuits sont maintenant sédentaires, ils dépendent et vivent toujours de la mer. Les façons de faire ont changé, le fusil s'est joint au harpon, les embarcations motorisées ont remplacé le kayak. Mais le phoque demeure le phoque. Le fjord de Sermilik, d'une largeur de 5 à 12 km, est un véritable univers mouvant, où le moindre déplacement se transforme parfois en catastrophe. Un chasseur inuit vient de se faire piéger par le mouvement de glace et son moteur n'est pas assez puissant pour le sortir de son impasse. Notre bateau étant plus puissant va servir de brise-glace pour lui faire un passage éphémère. Je prends la barre, Max, placée à l'avant, m'indiquant le chemin.
Ce chasseur retrouvera sa maison ce soir. Autre révolution importante dans les techniques de chasse aux phoques, l'utilisation du tu fais filet. le premier trou pour Voilà. poser le filet. Inconnu au Groenland oriental avant 1915, il a été introduit de la côte ouest par un administrateur. Le filet a pris la place de la traditionnelle chasse aux phoques d'hiver au trou respiratoire, technique pénible où le chasseur attendait et guettait durant des heures, dans le froid, le moment où le phoque venait respirer. On creuse 3 trous en ligne dans l'épaisseur de la glace à l'aide de la longue pique. On envoie le fil conducteur de trou en trou, puis on tend le filet lesté de pierre. Le filet leur a sauvé la vie, car lorsque la neige était trop épaisse certains hivers, ne pouvant chasser, les Inuits mouraient de faim. Deux à 3 jours plus tard, il faudra venir le relever. Ce matin, nous partons tôt pour nous rendre au bout d'une journée de traîneau sur un lieu de pêche, avec comme bagage tente, fusil et boissons chaudes. Nous comptons sur un poisson frais le soir pour le repas. Vous voulez qu'on se monte le gâteau? Ouais, pourquoi pas. Ah ouais? Non, c'était l'ours que j'avais vu. L'ours que t'avais vu? Non. Hein? C'est à 300 mètres de profondeur sous nos pieds que nous pêcherons avec comme appât des morceaux de poisson congelés. Oula. Ouah. Pour un premier, c'est pas mal. C'est ce magnifique flétan qui passera à la casserole ce soir. Il faut dire que le premier a été dévoré en 3 secondes par les chiens que nous n'avions pas encore attachés à la steak.
La température chute rapidement. Au coucher de soleil, c'est le moment de mettre une petite laine. Ce soir, Max dormira avec son traîneau à la Belle Étoile avec son fusil, prêt à intervenir rapidement si les chiens flairaient la présence d'un ours blanc. Rassurant. Après une nuit passée sur l'équivalent d'un congélateur ouvert, nous remettons ça de bon matin, étant passionnés quand même par la pêche. Ouais, ça y est. Stop. Ouh là là, ouh là là. C'est une... Merde. Oh là là. Amat kami dapat sa garata ko. C'est quoi ça? Attention dedans. Ouais, ouais. L'équivalent d'une énorme murène. Max me met en garde car sa dentition est très impressionnante et il ne lâche jamais la prise qu'il attrape. Siya mamanu ay. Kaya karangarak to guy. Allez beau celui-là. Pas passé aussi. Elle est beau celui-là. Montre-le, là. Ouais. Morue, scorpion de mer, sébaste, chat de mer, flétan, ce sont des dizaines de kilos congelés naturellement que nous ramènerons au village et ils seront partagés à toute la communauté. Après avoir testé plusieurs endroits avec la pique à glace, nous sommes obligés de passer sur ce passage dangereux en évitant surtout de poser les pieds et en serrant les fesses également. Un attelage en entier avec leur maître a sombré dans une région de ce fjord. Max lui-même nous avoue avoir vécu cette expérience, mais en n'ayant plus la chance, lui, de s'en tirer. La banquise s'est fracturée sous l'effet d'un courant violent circulant dans le grand fjord sermidique. Nous allons en profiter pour partir en bateau, admirer les icebergs, ce qui est assez rare à cette époque.
Hélas, il faut penser à rejoindre Massalik pour ne pas rater notre hélicoptère de retour. Merci à Max de nous avoir fait vivre cette immersion dans le Grand Nord, où les habitants de Tinné-Tequila continuent de mener une vie traditionnelle, où la chasse et la pêche occupent encore l'essentiel de leur journée. Max Audibert s'est intégré à ce pays très jeune et durant 10 ans a vécu de sa chasse et de sa pêche parmi les Inuits. Élu meilleur chasseur de cette région, il devient responsable de la police, puis se forme pour devenir instituteur reconnu des Danois. Il est maintenant directeur de l'école.